Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Encore une fois, merci pour tout. On a dépassé la barre des 100 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. J'y croyais pas du tout au début, mais je commence de plus en plus à y croire. La prochaine barre, c'est la barre des 1000 abonnés, mais voilà, chaque chose en son temps. Alors, désolé pour le son des dernières vidéos. J'ai commandé un micro, il devrait arriver bientôt. Donc la prochaine vidéo, vous entendrez mieux. Pour celle-ci, j'ai essayé de faire au mieux, j'espère que ça va le faire. Dites-moi en commentaire si ça va ou pas. Mais voilà, à la prochaine, normalement, ça devrait être mieux. Aujourd'hui, la vidéo, c'est comment investir 10 000 euros. Je vais vous dire comment moi-même j'investirai 10 000 euros, mais bref, j'en reparlerai juste après. Avant de commencer, non, rien, on va y aller tout de suite. Juste un petit rappel au tout départ, je ne suis pas conseiller financier, c'est important, légalement. Je vous explique comment moi-même j'investirais 10 000 euros si je les avais en tant qu'amateur, je n'ai pas fait d'études de finance, quoi que ce soit. Pourquoi cette vidéo est importante sur ce timing? C'est que j'ai beaucoup de proches qui regardent mes vidéos. Je suis en première année d'internat de médecine, donc bientôt en deuxième année. On commence à avoir un salaire conséquent. Enfin, un salaire conséquent, n'abusons pas, mais on commence à avoir un vrai salaire qui nous permet de vivre et mettre un peu de côté. Et donc, 10 000 euros, c'est à peu près, quand je sonde mes amis à l'oral, c'est à peu près la moyenne de ce qu'ils ont. Entre les gens qui vivent au jour le jour et qui veulent profiter à fond, qui mettent rien de côté, c'est tout à fait louable. On ne sait pas, là j'économise, enfin j'économise. Moi je profite, mais il y en a qui économisent beaucoup, tous ceux qui font du FIRE, donc un mouvement qui prône la vie de moine. Bon, je les taquine un peu pour profiter dans le futur, mais on ne sait pas si on arrivera jusqu'au futur. Hein. Si ça se trouve, on n'y arrivera pas. Et donc, les gens qui mettent rien de côté et qui vivent à fond, moi je trouve ça tout à fait louable. Chacun fait ce qu'il veut. Et les gens qui mettent de côté aussi, puisque ça leur permettra de partir plus tôt à la retraite, de partir à la retraite tout court, parce qu'on n'est pas sûr d'aller à la retraite. Et voilà. Bref, vous l'aurez compris au fur et à mesure des vidéos, moi je prône le fait de faire ce qu'on veut. Là, je fais cette vidéo juste pour vous donner des pistes, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je ne suis pas conseiller financier, je vous donne juste mon point de vue. Donc, je vais montrer plusieurs portefeuilles. Le premier, c'est si moi, aujourd'hui, vous me donnez 10 000 euros, ce sera ce portefeuille tout court. C'est pas du politiquement correct, c'est du concret. Pour moi, pas besoin de trop diversifier, vous perdez du temps, vous vous fatiguez pour rien. Le plus efficace dans l'investissement depuis les années, je vais dire 70, même depuis avant, mais moi j'ai commencé, comment dire, j'ai regardé les courbes depuis 70. Le plus efficace, c'est la bourse, c'est prendre un ETF. Alors j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, c'est un panier d'actions très diversifié qui se gère automatiquement, capitalisant parce qu'on est jeune, on n'a pas beaucoup de fonds. Le but c'est de faire de l'effet boule de neige. Capitalisant, c'est que tous les bénéfices sont réinvestis dans les entreprises pour faire gonfler la somme. Et si un jour vous voulez en profiter, bah, vous avez juste à revendre des parts petit à petit. Donc voilà, c'est ce que je ferai. Pas besoin de me diversifier dans 1000 trucs. Je vais vous montrer juste après les performances. L'étape 1, c'est ouvrir un PEA. Un PEA, c'est le plan épargne action. Pourquoi? Pareil, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Vous avez juste à aller regarder. Le PEA, c'est l'enveloppe française qui, au bout de 5 ans d'ouverture sans avoir fait de retrait, vous permet de ne pas payer d'impôts sur tous vos plus-values. En France, on est soumis à la flat tax, donc quand on gagne de l'argent avec des moyens financiers, on paye 30% à l'État sur les bénéfices. Les 30% sont divisés en deux parties. Il y a 17,2% d'impôts, donc vous payez de l'impôt parce que vous gagnez de l'argent, et 30 moins 17,2, donc on est à 12 et quelques, qui sont des charges sociales. Et donc ces charges sociales, par contre, même après les 5 ans, vous les payerez. Donc au bout de 5 ans, vous payez plus de 30% d'impôts, vous payez 12% de charges sociales. Donc voilà. Au niveau des courtiers, parce que quand vous ouvrez un PEA, en fait, c'est comme ouvrir un compte en banque, vous prenez un contrat de PEA auprès d'un courtier. Des courtiers dont je vais vous parler sont labellisés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, je rajoute toujours un haute. Et donc, il y en a plusieurs. On recommande les courtiers en ligne. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien en ouvrir chez votre banque, LCL, BNP, je ne sais quoi, la Société Générale, etc. Mais ils appliquent des frais de garde. Donc vous les ouvrez. Et comme les frais de gestion de compte, chaque année, pour gérer votre PEA, si la gestion de votre PEA, même s'ils font rien, ils vont prendre des sous.
C'est pas beaucoup, mais au fur et à mesure des années, ça pèse. Surtout là, on est jeune, au bout de 10-20 ans, ça commence à faire des sommes astronomiques. Les courtiers en ligne, c'est des courtiers régulés, mais qui n'appliquent pas de frais de gestion, et ça, c'est incroyable. Comment ils se rémunèrent? C'est juste quand vous passez des ordres, vous achetez des actions ou des ETF, ils vont prendre un peu de sous. Là, je vous ai donné quelques exemples de courtiers que je connais, qui appliquent comment dire, des tarifs vraiment bas et donc qui sont vraiment intéressants. Bourse Direct, c'est celui que j'utilise. Comme d'hab, code parrainage en bio, vous gagnez 50 euros, moi je gagne juste quelques ordres gratuits, donc pas grand chose. Mais c'est un courtier qui est vraiment pas cher, qui coûte 0,99 centimes pour tous vos ordres inférieurs à 500 euros, puis 1,99, c'est le moins cher de tous. Mais faut pas cracher dans la soupe, il faut aussi parler des autres. Boursorama, moi c'est pas mon courtier. J'ai plein d'amis qui sont chez Boursorama, donc je vous mets aussi un code parrainage, mais pour ouvrir un compte, il faut un compte bancaire chez Boursorama. D'ailleurs, ils vous font gagner 150 euros quand vous utilisez un code parrainage. Et ensuite, vous ouvrez un PEA chez eux. Eux, ils appliquent des frais qui sont autour de 2 euros, donc pas cher à chaque ordre. Et Fortuneo, j'ai aucune relation avec eux, j'ai pas de code parrainage, mais pareil, c'est un très très bon courtier comme les deux premiers, qui applique que, pas de frais de gestion, mais que des frais à l'achat comme les deux premiers, qui sont moindres. Il y a Interactive Broker, pardon, une plateforme qui de base servait à ouvrir des comptes titres, vous savez, des CTO, des comptes titres pour acheter des actions internationales, qui récemment a sorti un PEA. À mon avis, vu comment leur compte titre classique intéressant, leur PEA, ce sera vraiment de la frappe. Juste, j'ai pas eu le temps de me renseigner, donc je ne peux pas vous le recommander. Mais par contre, il y a un YouTuber, et je viens d'oublier son nom, Axel Paris, pardon, qui travaille avec eux et qui a fait une très bonne vidéo sur le PEA. Donc je vous laisse aller la regarder. Mais bref, déjà vous avez de quoi faire avec ces trois courtiers. Et le but, c'est pas d'économiser quelques centimes et d'attendre un an avant d'ouvrir parce que vous hésitez entre deux courtiers. Tout ce temps-là, c'est du temps où vous allez perdre du temps avant d'investir. Donc choisissez n'importe lequel, celui que vous voulez. Et le but, c'est de commencer au plus vite à investir. Donc, comment j'aurais fait? Mes 10 000 euros, je les aurais mis sur un seul type d'ETF. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 types d'ETF, puisqu'un ETF, c'est un panier d'actions. En achetant un ETF, vous achetez des centaines, voire des milliers d'actions d'un coup. Donc vous serez déjà diversifié, d'accord? Pas besoin d'avoir plusieurs paniers avec des milliers d'actions chacun. Vous allez juste, comment dire, vous allez créer des redondances entre vos différents ETF, donc ça ne sert à rien. Voilà. Et les ETF sont autorégulés, donc vous avez besoin de rien faire. Je vous ai mis trois types d'ETF différents qui sont très intéressants, mais qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Celui que je vais vous recommander, surtout pour les débutants, c'est le MSCI World. Le MSCI World, c'est un ETF, alors c'est un indice, et l'ETF réplique cet indice, qui est composé de 1600 grosses entreprises mondiales. C'est énorme. Apple, Tesla, mais aussi LVMH, toutes les entreprises les plus grosses mondiales. Ça représente juste ce panier de 1600 actions, il représente 80% de l'économie mondiale. Il y a de l'énergie, il y a des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des hydrocarbures, des énergies fossiles, il y a tout dedans. Donc ne me dites pas qu'en achetant une seule chose, on n'est pas diversifié, puisque ça représente quasiment la planète, cet ETF, donc d'office on est diversifié. Il y en a deux que je peux vous recommander sur PEA. Le CW8 pardon, de Amundi, le plus populaire. Donc là, je vous mets l'ISIN. En fait, quand vous allez ouvrir votre PEA et que vous voulez retrouver cet ETF, vous tapez soit CW8, soit vous tapez l'ISIN, donc ce code-là, pour le retrouver. Moi, c'est ce sur quoi j'investissais avant. Le souci, c'est que les frais sont un peu plus élevés que le deuxième et la part est à 498 euros au moment où je tourne la vidéo. Et donc, pour ceux qui investissent, là, on investit 10 000 euros, donc on a de quoi en acheter au moins 20. Mais ceux qui investissent de plus petites sommes et qui veulent investir régulièrement en DCA, donc la même somme chaque mois, c'est très élevé. Donc là, je vous recommande aussi le deuxième, le nouvel ETF de BlackRock, il réplique le même indice, donc il n'y aura pas de différence entre les deux. Vraiment, vous aurez la même performance. Et cette fois-ci, il apparaît à 5 euros, donc vous pouvez plus facilement investir régulièrement dessus. Il y a une faible volatilité, donc c'est rassurant. Quand il y aura des pertes, elles seront moins importantes que les deux autres, mais les gains, donc la performance sera aussi moins importante. Plus vous voulez de la performance haute, plus les risques sont hauts. C'est comme ça que ça marche et ça marchera toujours comme ça.
Par exemple, le deuxième, c'est le S&P 500. C'est un indice qui reprend par contre que les 500 plus grandes entreprises américaines. Là, on a 1600 entreprises mondiales. Là, on n'a que 500 entreprises et qui sont américaines. C'est plus risqué parce que s'il y a un problème aux États-Unis, bah, vous êtes plus impacté. Mais à l'inverse, les États-Unis, c'est le moteur de l'industrie, enfin de l'économie mondiale. Donc les performances, autant la volatilité est plus grande, mais les performances sont aussi plus grandes. Donc voilà, il faut toujours pondérer. Après, il faut être honnête, dans le MSCI World, il y a 70% d'entreprises américaines du S&P 500. Donc le MSCI World, c'est 70% d'États-Unis et 30% du reste du monde. Donc c'est quand même très corrélé, mais on a une meilleure performance que le premier, mais par contre, on a de plus grosses chutes possibles. Et enfin, le dernier, c'est celui qui a la plus forte volatilité, c'est le Nasdaq 100. Ah oui, pareil, moi je vous recommande, c'est ce sur quoi j'investis en ce moment, c'est le ETF S&P 500 de la BNP Paribas, une très grande banque française. Le code, soit vous mettez ESE, soit vous rentrez l'ISIN. Pareil, il n'est pas cher, la part elle est à 25 euros, je crois. Et donc vous pouvez en acheter tant que vous voulez. Et 500 entreprises américaines, quand même, elles sont très diversifiées. Il y a l'ExxonMobil qui est une pétrolière. Il y a tout ce qui est Tesla, Apple, Microsoft, des entreprises technologiques. On a, euh, on a des assurances. On a des entreprises, des labos pharmaceutiques. Donc vraiment c'est très diversifié. Il n'y a pas d'inquiétude. Il y a Walmart aussi pour tout ce qui est consommation courante, etc. Et enfin, je vais faire un peu plus vite parce que je commence à vous retarder. Une plus forte volatilité, c'est le Nasdaq 100, c'est un indice qui est aussi américain, mais qui est plus focalisé sur la technologie. Il n'y a pas que de la technologie, mais la plupart, c'est des entreprises de la tech. Donc là, je vous recommande le plus de Amundi. Donc le Nasdaq, c'est vraiment un indice qui est surpuissant. Il surperforme largement, il les écrase même, mais je vais vous montrer les graphiques juste après, les deux premiers. Mais par contre, c'est vraiment, non seulement on est focalisé sur les États-Unis, et en plus, on est très exposé à la technologie. S'il y a un problème avec la technologie, on prendra cher dans les performances, mais à l'inverse, la technologie, ça marche tellement bien que les performances sont magistrales. À vous de voir. Moi, alors je vous l'ai mis juste après, à vous de voir si vous croyez plus dans le monde entier ou dans les États-Unis, et si vous croyez vraiment à la technologie. Moi, à mon avis, la technologie, on en aura toujours besoin. Elles domineront toujours le monde, donc c'est un risque que je suis prêt à prendre, mais vous serez plus amené à être stressé. Là, je vous compare les trois. Donc, en bleu foncé, on a le MSCI World, donc les 1600 plus grandes entreprises mondiales. Là, on a le S&P 500 de BNP en jaune. Et le Lixor, le PEA Nasdaq, les 100 entreprises plutôt tech américaines, sur 5 ans, donc on le voit là. On voit clairement, je ne vous ai pas menti, on part de 0%. On a une performance en 5 ans. Alors en 5 ans, je vous dis bien, du Lixor, du PEA, de l'ETF sur le Nasdaq, de 150%. Vous n'allez pas me dire que la bourse est risquée. Enfin, la bourse est risquée, mais là, vous n'avez rien à faire, vous avez 150%. Divisé par 5, ça fait quasiment du 30% annualisé, sachant qu'on a eu la crise du Covid-19 qui a fait connaître une belle chute. Donc voilà. Et si on monte encore plus loin, on a quand même des performances. Mais vous voyez que par exemple, pour ce qui est du Nasdaq 100, là, on a une chute dans l'étroit à partir de 2022. On a une petite crise en 2022. Là, c'est une crise, on est quasiment à l'horizontale, on n'a pas perdu tant que ça. Là, quand ça descend, ça descend. D'accord? On voit qu'au final, ça remonte encore plus. Mais si à partir de ce moment-là, vous achetez, vous voyez de grosses pertes, vous commencez à paniquer, vous vendez, la perte que vous aurez fait là sera supérieure aux deux autres. Donc, au final, on voit qu'il y a une tendance haussière et c'est comme ça que ça marche la bourse. Vous allez avoir des pertes, mais la performance à long terme a toujours été haussière. Mais si vous avez une mauvaise gestion du risque, ça peut être une mauvaise idée d'avoir du Nasdaq. Là, on voit que le MSCI World, on est qu'à 75%. Alors, 75% en 5 ans, c'est plus de 10% annuellement. Sachant qu'il y a peu le livret A, c'était 1% de rendement, voire 3%. Mais par contre, on voit qu'il est haussier sur le long terme et qu'il est beaucoup moins volatile, donc il bouge beaucoup moins de manière verticale, il est plutôt lissé. Donc voilà. Pour ceux qui ont une mauvaise gestion du stress qui débute, je recommande plutôt le premier. Vous allez moins gagner, mais vous allez déjà bien gagner sur le long terme et vous serez moins stressé, donc il est moins volatile, il est plus diversifié.
Si vous dites que bientôt les États-Unis, ce seront plus eux qui domineront le monde, bah, vous avez des entreprises mondiales et au final, il va s'adapter. Si par exemple on voit que la France commence à représenter plutôt 10%, là on est à 3%, mais 10% de l'économie mondiale, ils vont racheter des entreprises françaises et ils vont équilibrer en fonction de la pondération. Donc voilà, pour les débutants, moi pour le premier portefeuille, je mets 100% dans le MSCI World. Sinon, si vous avez une aversion au risque plus faible, vous pouvez prendre l'un des deux autres et que vous voulez plus de performance. Je sais que vous allez me dire, mais nous on a peur de la bourse et on ne veut pas 100% dedans. Donc j'ai fait un deuxième portefeuille. Moi ce ne serait pas ce sur quoi je m'orienterais directement, mais c'est quand même intéressant. Donc là c'est pour ceux qui n'ont pas 100% confiance en la bourse, qui veulent faire un peu d'immobilier, mais pas trop. Déjà avec 10 000 euros, ça va être un peu plus compliqué de faire de l'immobilier direct, mais ils n'ont pas envie de s'en occuper et ils veulent diversifier les supports. Là je recommande, j'ai créé un portefeuille avec trois choses différentes. D'abord, on va commencer par la deuxième ligne, 4 000 euros sur le PEVA, sur un ETF. Donc ça, vous reprenez juste ce qu'il y a là. Sauf qu'au lieu de mettre les 10 000 euros, vous mettez que 4 000 euros. Et ensuite, avec le reste, vous pouvez investir en SCPI. Qu'est-ce que c'est une SCPI? Une SCPI, c'est une société. Alors, je fais des explications grossières. Le but, si vous voulez un truc très très précis, il y a d'autres vidéos dessus, mais c'est vraiment pour vous expliquer rapidement. C'est une entreprise qui va prendre de l'argent de beaucoup de monde, qui vont acheter des parts, et qui va les mettre en commun pour acheter de grosses choses. D'accord. Pour être un peu plus précis, par exemple, on a tous 100 000 euros. On est 10. Ils vont prendre les 100 000 euros de chacun pour faire 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, par exemple, ils vont acheter deux locaux à 500 000 euros. Et le locaux de 500 000 euros, ils vont toucher des loyers, et les loyers, ils vont nous les partager. Donc on a chacun mis 10%. Ils vont nous donner, par exemple, s'il y a 10 000 euros de loyer, 1000 euros ils vont les diviser en 10, les 10 000 euros de loyer, pour me donner 1000 euros chacun. Pourquoi j'ai mis 5 000 euros dessus? Moi, dans l'idéal, j'aurais mis beaucoup plus sur le PEA et un peu en SCPI. C'est que la meilleure SCPI que je connaisse, c'est Hirokozen. Et Hirokozen, comment dire, il y a un minimum pour investir dessus, sinon ils n'acceptent pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est sur Hirokozen, je n'ai pas de code promo ou quoi que ce soit, vraiment, c'est juste pour vous montrer. C'est une SCPI qui investit dans toute l'Europe et qui est diversifiée. Elle investit dans des grands locaux pour faire des supermarchés, pour faire du gros. Elle investit dans des bureaux. Elle investit dans la santé, donc avec des cabinets ou des bâtiments en rapport avec la santé. Et dans d'autres choses, donc elle est bien diversifiée, non seulement sur les secteurs, elle est diversifiée sur les pays européens. On a de la France à hauteur de 40%, avec des choses dans Paris et hors Paris. On a de l'Espagne, on a de l'Irlande, on a de tête de l'Allemagne et voire d'autres pays. Donc, le taux de rentabilité interne, l'objectif c'est de 7%. Là, depuis 2020, on a un taux de rentabilité de 7%. En 2020, 2021, 2022, 2023. Ce qui est énorme, 7% de rentabilité, mais brute. Faites attention, là on n'est pas soumis à la flat tax, on est soumis à votre propre imposition, votre TMI, taux marginal d'imposition. Et voilà. Juste pour vous dire qu'en fait, il s'en sort plutôt bien. C'est une SCPI qui se dit, alors j'ai pas le mot exact, mais c'est un peu comment dire, ils sont à l'affût de toutes les opportunités. Vraiment, dès qu'il y a une grosse chute sur quelque chose, sur un bâtiment, etc., ils vont le reprendre, et donc ça permet de faire des belles plus-values. La part, elle était à 200 euros, ils l'ont revalorisée à 202, et pour eux, la valeur de reconstitution, est 210 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, comme je vous ai dit tout à l'heure avec mon exemple, on met chacun 100 000 euros, on achète quelque chose à 1 million d'euros. Si ça se trouve, ce bâtiment, en dehors des salaires, il va valoir dans 10 ans 110 000 euros. On est 10 propriétaires, même si on a mis 10 000 euros. Les 110 000 euros, on les divise en 10. Donc moi, j'ai investi 10 000 euros. Mais la valeur de ce que j'ai à la reconstitution, ça vaudra 11 000 euros. J'aurais fait 1 000 euros de bénéfices sur le bâtiment lui-même sans compter les loyers. Donc c'est cool. Ça veut dire qu'on achète moins cher. Donc on achète à 202 euros à 202 euros quelque chose qui vaut 210. Donc des bâtiments dont la part vaudrait 210 euros, on les achète à 202 euros. Donc voilà, c'est plutôt bien.
Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est on va mettre simuler et je vais vous expliquer quelque chose. Là, on est jeune, on n'a pas forcément besoin d'argent maintenant. Le but, c'est de se faire un patrimoine et d'en profiter plus tard. On peut faire soit on l'achète en pleine propriété, on est propriétaire des parts. Là, par exemple, si je mets 5000 euros, j'ai un taux de rendement en ce moment, il est plus de 7,2, c'est le taux de distribution de 2023. J'aurai des loyers, alors où est-ce que ça se trouve? Je ne sais plus. Ah oui, pardon, juste là. On a un revenu mensuel brut de 30 euros. D'accord? Bon, c'est peu, mais si vous les réinvestissez, effet boule de neige, etc. Donc voilà, mais par contre, les 30 euros, c'est brut, vous allez payer un impôt dessus. Ok? Il y a un truc qui existe, et moi que je trouve génial, c'est acheter en nue propriété. C'est qu'en fait, vous allez acheter la part, mais vous n'allez pas toucher de loyer. C'est ce qu'on appelle la nue propriété. C'est qu'une entreprise qui a besoin d'investir va investir pour. Alors je vais reprendre plutôt plus facilement. Vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite. Vous voulez investir dans un nom, par exemple 5000 euros. En, en démembrant ce que vous avez, vous allez être propriétaire, mais vous n'allez pas toucher les loyers. Une entreprise qui veut mettre ses fonds va payer, vous allez payer moins cher. Une entreprise va compléter ce que vous devez payer, ce que vous auriez dû payer en pleine propriété, et à l'inverse, et en contrepartie, ils vont toucher les loyers. Typiquement, là, je mets 5000 euros, et pendant 8 ans, je ne touche pas les loyers. Au lieu d'avoir une part à 212 euros, je vais payer 141 euros la part. J'aurai 30% de décote sur le prix initial, donc j'achèterai pour 7000 euros. J'achèterai pour une valeur de 7000 euros quelque chose à 5000 euros, mais en échange, je ne touche pas pendant 8 ans les loyers. Donc ma part, au lieu de me coûter 202 euros, elle me coûtera 141 euros. Au bout des 8 ans, vous pouvez régler évidemment combien de temps de démembrement vous voulez. Là, vous retournez normalement, vous aurez investi que 5000 euros, mais vous aurez 7000 euros de valeur parce que les 30% de décote auront pris effet. Et à partir de ce moment-là, vous allez toucher les loyers de ce que vous avez. Donc ça permet, si on n'a pas besoin, et ça permet, si on n'a pas besoin de loyer tout de suite, de payer moins cher quelque chose qui vaut plus cher, d'éviter de payer des impôts parce que vous pourriez me dire, on a juste acheté en pleine propriété, toucher les loyers et les réinvestir pour faire plus, mais vous allez perdre en impôts parce que vous avez payé des impôts dessus. Là, pendant 8 ans, vous touchez rien, mais vous ne payez pas d'impôts, et en échange, vous avez 30% de décote qui représenteront vos loyers, mais voire même un peu plus parce que vous ne payerez pas d'impôts dessus. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais voilà, je trouve ça génial. Moi, je recommande 8 ans. On dit toujours qu'une SCPI, il faut la garder 8 ans. Donc si en nue propriété, vous attendez 8 ans, par exemple, moi j'ai 24 ans, à 33 ans, je commence à toucher le loyer, ça peut être cool. Vous aurez 42 euros de loyer au bout de 8 ans, et surtout, votre capital sera passé de 5000 à 2000. Bref, on va reprendre notre PowerPoint. Tac, 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 lire à partir de la diapo actuelle. Donc on a mis 5000 euros dans une SCPI Hirokozen. Il y en a d'autres, mais voilà, moi je recommande celle-ci. Pourquoi je recommande celle-ci d'ailleurs? C'est parce qu'elle n'a pas de frais d'entrée. Dans la plupart des SCPI, vous devez payer 10% de frais d'entrée en plus des frais annuels qui sont entre 10 et 12% même chez Hirokozen. Donc avec 5000 euros, vous auriez dû payer 500 euros au moins 500 euros de frais d'entrée, donc vous n'investiriez que 4500 euros. Donc eux, ils vous permettent de ne pas payer de frais à l'entrée, mais par contre, vous payerez des frais annuels comme dans toutes les autres. Et pour la dernière chose, 1000 euros en crowdlending. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, j'ai fait 1000 vidéos dessus, mais je suis un peu marseillais, mais voilà, j'ai fait quelques vidéos dessus. Les plateformes, je vous recommande, comme d'habitude, bien prêtées. Grâce à vous d'ailleurs, qu'on soit honnête, grâce au parrainage, j'ai pu gagner un peu de sous d'ailleurs, mais ça montre aussi que vous êtes bien intéressé par ça, et à l'inverse, vous aussi, avec les codes parrainage, vous avez pu gagner des sous, donc je suis assez content. L'endosphère, pareil, alors j'ai peut-être un code promo, je ne sais même plus, mais là c'est pour investir dans l'écologie, et c'est pas mal non plus. Pareil pour Enerfip. Et la première brique, c'est pour investir dans l'immobilier. Alors je suis un peu moins fan, je vous l'ai déjà dit, allez regarder les autres vidéos. Mais voilà, vous avez le choix, vous pouvez investir 1000 euros dessus. Et donc là, on a un total de 10 000 euros répartis sur 3 supports différents. Le troisième portefeuille. Donc, c'est pour ceux
pas confiance en 100% dans la bourse, comme le deuxième portefeuille d'ailleurs, mais qui n'ont pas d'attrait pour les SCPI. Les SCPI, c'est bien beau, mais certains diront que à partir du moment où ils veulent investir dans l'immobilier, ils veulent investir dans de la vraie pierre et ne croient pas dans la pierre papier, donc les SCPI. Et pareil, les SCPI ont connu parfois quelques déboires. Moi, je pense que c'est surtout, il faut bien choisir sa SCPI, mais certains ne sont pas fans des SCPI. Et puis le rendement est pas dingue non plus, ça dépend. Il y a un rendement qui est plutôt sûr, mais un peu moins élevé que pour d'autres choses, donc certains ne sont pas attirés. Donc voilà, un troisième portefeuille un peu différent. Donc on met 7 000 € sur le PEA. Je trouve que c'est le minimum syndical quand on a 10 000 € d'investir 7 000 € dans son PEA sur des ETF, comme on l'a dit dans les parties précédentes. Simplement parce que c'est un bon moteur, il y a un bel effet boule de neige, il y a de bons rendements. Et franchement, c'est quelque chose de 100% automatique, donc il n'y a rien à faire. Donc moi, je mettrai au moins 7 000. Ensuite, je mettrai 2 000 € cette fois-ci en crowdlending. Le crowdlending, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on a des intérêts entre 8 et 12%. 12% plutôt pour bien prêter, et l'endosphère et Enerfib plutôt 8%. Donc c'est plutôt intéressant, et on peut faire de l'effet boule de neige dessus. Et pour la dernière partie, un actif dont je n'ai pas encore parlé, tout le monde n'est pas fan. Moi, je suis mitigé. Moi, j'investis 100 € dessus, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos patrimoine. C'est juste pour pas passer à côté de quelque chose. Si vous n'êtes pas pour, vous ne voulez pas, c'est pas quelque chose de fondamental. Il y a sur la chaîne Finari, souvent, et dans d'autres chaînes d'investissement, on parle souvent de la pyramide de l'investissement, avec dans la base des actifs connus, comme l'immobilier et des actifs solides, surtout la bourse, etc. Ensuite, plus on monte au sein de la pyramide, moins ce sont des actifs nécessaires, et c'est des actifs plus folkloriques ou atypiques, des actifs soit qui sont, comment dire, plus subjectifs, par exemple le vin, etc., qui sont vraiment affaires de spécialistes, ou des actifs plus volatiles. Les crypto-monnaies, on peut faire du x100, x1000, etc., mais en plus-value et en moins-value. Donc voilà, une poche de 1000 € de crypto si vous êtes intéressé. Je recommande toujours les two kings, comme ils sont appelés sur Finari, le Bitcoin et l'Ethereum. Et on peut rajouter, enfin je rajoute du Solana moi en ce moment parce que je trouve que c'est quand même une bonne crypto, mais voilà. Si vous y connaissez pas trop, essayez de viser les plus connus et les plus stables. Après, si vous êtes spécialiste et que vous allez chercher des petits altcoins pour faire des plus-values dingues, plus la plus-value est importante, la plus-value possible est importante, plus le risque de perte est important aussi, donc faites gaffe. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre 7000 sur le PEA sur un ETF, mettre 2500 en crowdlending, donc un peu plus parce que c'est un peu plus stable, on va dire, que les cryptos, et ne mettre que 500 € de crypto-monnaie. Ou faire 8000, 2000 et sauter cette ligne, voilà. Bon bref, vous avez compris l'idée. Et je voulais juste vous parler d'un dernier portefeuille qui n'est pas un portefeuille, mais juste un petit rappel. C'est si vous êtes jeune, comme moi, que vous avez un CDI, vous pouvez utiliser ces 10 000 € pour avoir un crédit et acheter un petit appartement. Et je tiens à vous rappeler quelques éléments. Moi, pour l'instant, je ne suis pas propriétaire. J'attends de régler 2-3 trucs, mais j'ai mes coins internes, un ami d'ailleurs, qui regarde mes vidéos. Et d'ailleurs, un jour, je pense qu'il interviendra dans une vidéo pour nous expliquer un peu, parce que il est encore qu'interne et il est déjà propriétaire de plusieurs appartements. Franchement, lui, c'est sa passion et il s'en sort clairement, clairement bien. Et il m'a expliqué 2-3 trucs, et d'ailleurs, moi aussi, je me suis renseigné de mon côté. Mais dans la situation actuelle où tout le monde décrit les taux, tout le monde disait que les crédits étaient durs à obtenir, etc. C'est vrai qu'ils sont un peu plus compliqués, mais il m'a permis de faire quelques rappels, il est en train de faire une acquisition, ou il a fait une acquisition récemment. Et voilà, les quelques rappels, c'est qu'il n'y a aucune obligation de faire un apport. Déjà, avant, c'était connu. Certains maintiennent que maintenant, avec la hausse des taux, etc., les banques sont plus réticentes et c'est plus possible de faire un prêt sans apport. Oui, les banques sont plus réticentes, oui, les taux sont plus hauts, mais c'est toujours possible de faire un prêt sans apport. Voilà, c'est plus compliqué, mais si on tente rien, on n'a rien. Il n'y a aucune obligation non plus d'être propriétaire de sa résidence principale avant d'investir pour du locatif. Encore une fois, c'est plus compliqué, mais est-ce que c'est impossible? Pas du tout. Si vous avez un projet solide, les banques, ce qu'elles veulent, c'est qu'elles soient sûres
d'être remboursé et de toucher les intérêts. Si, si vous êtes dans une situation bizarre, vous avez du mal à vous loger, vous ne gagnez pas beaucoup et que vous voulez déjà investir dans le locatif, évidemment qu'elles seront réticentes. Mais si à l'inverse, vous-même, vous gagnez bien votre vie, vous n'avez juste pas envie d'être propriétaire et que vous voulez faire du locatif et que vous avez comment dire, des critères solides, il n'y a aucune raison qu'elles vous le refusent. Ensuite, pas écouter les rumeurs, ça ne coûte rien d'aller faire, vous prenez une journée et vous faites toutes les banques. Votre banque en priorité. Je sais qu'il y a beaucoup de courtiers en crédit immobilier, mais je suis quand même, je trouve que c'est quand même important de tisser des liens avec un banquier en particulier. Bon, pour le trouver, vous pouvez faire toutes les banques, etc. Mais pour louer une relation de confiance, et ça permettra peut-être un jour de s'affranchir des 35% maxi, pardon, des 35% max d'endettement. Et ça vous permettra aussi d'avoir quelques avantages. Donc bref, allez voir toutes les banques. Si elles vous refusent, tant pis, mais vous aurez testé. Ensuite, si vous réussissez à faire un prêt sans apport, l'idéal, et si vous avez vos 10 000 euros parce que c'était le but de cet exercice, c'est soit vous faites un prêt à 110%, donc sans apport et à 110%, c'est pour payer aussi les frais de notaire, donc vos 10 000 euros, vous ne les utiliserez pas, vous pourrez les garder pour faire des travaux ou les garder en fonds de sécurité si vous avez des débords avec l'appartement, des frais pour un plombier, le locataire qui ne paye pas et que vous devez rembourser votre crédit. Si par contre vous n'arrivez pas à faire un crédit à 110% parce que c'est quand même compliqué de faire un crédit à 110%, il ne faut pas se le cacher, vous pouvez utiliser les 10 000 euros pour payer les frais de notaire. Ça dépend du prix de l'appartement, mais pour de l'ancien, c'est à peu près 8%. Donc voilà. Hop, j'ai juste un petit message à vous faire passer. J'aime beaucoup, comme dans beaucoup de chaînes, faire des analyses de patrimoine. Là, je vais bientôt vous faire une analyse de patrimoine d'un de mes amis, mais j'aime bien faire des analyses de patrimoine d'abonnés. J'en ai déjà fait une qui a beaucoup plu et j'aimerais bien en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à me contacter soit sur Twitter, soit par mail. Le mail est dans la description. Évidemment, c'est en anonyme. Si vous avez Finari, c'est facile, ça peut se faire en anonyme. Si vous n'avez pas Finari, on peut le faire autrement. Envoyez-moi juste un message et on s'en occupe. 100% anonyme, si vous voulez pas que ce soit anonyme, ce ne sera pas anonyme. Si vous voulez que ça le soit, ça le sera. Aucun jugement. On veut juste montrer, voir des gens, voir des cas différents. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, il y a des gens qui gagnent peu, il y a des gens qui aiment le risque, il y a des gens qui investissent vraiment de manière sécurisée. On peut essayer de vous donner, enfin je peux essayer de vous donner mon avis, même si je ne suis pas du tout un pro, mais aussi les gens en commentaire peuvent vous donner leur avis, etc. Ça permet aussi d'avoir un backup. Et ensuite, ça permet pas de vous vanter, mais qu'on puisse vous féliciter parce que voilà, tous les patrimoines sont beaux. L'important, c'est de commencer à investir. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder dans la description, j'ai des liens de parrainage pour les différentes plateformes que j'utilise qui vous permettent d'avoir des petits cadeaux à la souscription. À vous abonner à la chaîne, à partager. On a dépassé la barre des 100, maintenant la prochaine étape c'est la barre des 1000. De partager et d'aller vous follow sur Twitter si vous avez Twitter. Bonne journée à tous et merci pour tout.